Salut messieurs, salut à tous. Bienvenue dans Salut. le salon tactique numéro 7 spécial Coupe du monde de rugby, avec un casting que vous connaissez. Pour le moment, il y en a qu'un seul puisque c'est Alexandre Bardot. Yannick Bru est encore figé, il réfléchit sans doute. Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien et toi, James? Ça va, tout va bien pour le moment. Jusqu'ici tout va bien. Bon, Pour je vais une envoyer un fois petit qu'il y message à Yannick en direct a ouais, pour lui vas-y. dire qu'on y est. C'est aussi ça, la magie du direct. Voilà, vous voyez ce qui se passe de l'intérieur dans le réacteur et pour l'instant, Yannick, regardez-le là. Là, je peux vous dire que c'est Yannick pas commode, hein. Ah, Bon, aujourd'hui, Alex, quand Yannick nous aura rejoint, on va parler de jeu, pas forcément de ce que Antoine Dupont a mangé ce midi, ce qu'il va manger ce soir, s'il a bien dormi, s'il peut ça jouer te les quarts de changera, non? finale. Oui, mais ça, rassurez-vous, on va en parler en long, en large, en travers pendant encore un petit moment, puisque la France est bien partie pour se qualifier pour les quarts de finale, c'est pas encore fait. On rappelle qu'il y a ce match coup près contre l'Italie, ce sera en fin de semaine à Lyon. Yannick est revenu parmi nous. Salut Yannick, comment ça va Ah, Yannick? ça y est. Il est là? Ah, Yannick, Tu il mets faut ton rallumer micro, son Yannick. micro. Là, il nous fait une Alexandre Bardot. Ouais, j'apprends vite, hein. Ah, avec des Euh, professionnels, on apprend, hein, ça c'est sûr, avec Alex. ouais, je suis désolé, j'avais un petit souci de connexion, mais je suis ravi de vous retrouver. Ça va Yannick, tout va bien? On a bien bossé sur l'UBB, sur l'Irlande, sur l'Afrique du Sud, tout ça, ça va? Ça va, on a 4 jours off avec l'UBB pour assimiler tout le travail physique et aussi le travail rugby aussi, on a pas mal bossé. Bon, on a eu la chance d'avoir un big match avant les très gros matchs et on prend un peu de temps à travailler sur ces équipes-là et on s'en inspire en tout cas. Ouais, je disais à Yannick, ce qu'on disait avec Alex, c'est qu'on va pas parler d'Antoine Dupont, c'est pas l'objet de l'émission. Ici, on va parler de jeu. Il y a 3 thèmes que vous avez sélectionnés aujourd'hui. D'abord, la troisième ligne de l'équipe de France qui pourrait jouer contre l'Italie avec un focus sur, Charles Olivon, le Basque, qui pourrait même être, promu capitaine, ça on le saura dans quelques jours, si c'est sûr. Le deuxième thème, la Nouvelle-Zélande qui a écrabouillé, écrasé l'Italie. Vous pouvez choisir le thème. Est-ce que c'est un match de champion? Et enfin, un focus sur une équipe dont on n'a pas beaucoup parlé pour le moment dans le salon tactique, les imprévisibles Fidjiens, savoir ce qu'ils peuvent faire, jusqu'où ils peuvent aller dans cette compétition. Donc d'abord le premier thème, si vous le voulez bien, on va parler de l'équipe de France. Je vais vous donner des nouvelles un peu fraîches parce qu'il n'y a pas que Yannick qui travaille aujourd'hui. Il y avait 2 entraînements de l'équipe de France à Aix-en-Provence, 2 entraînements avec une équipe qui se dessine pour le moment assez clairement. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'entraînement du matin et de l'entraînement de l'après-midi. Je vais vous annoncer tout ça. Thomas Ramos à l'arrière, sur les ailes, Damien Penaud, sur l'autre aile, Biel Biarré, Louis Biel Biarré. Bon, pour l'instant, ça fait 2 jours de l'UBB. Yannick, t'es pas trop mal. Au centre, Ficou, Danty, charnière, là aussi, UBB avec Jalibert et Maxime Lecu. Une troisième ligne composée de Olivon, Aldrit, Jelon. Une deuxième ligne Flamand, Woki et une première ligne Antonio, Movaca, Cyril Bail. On va faire un focus sur Olivon, Aldrit, Jelon. D'abord, Yannick, est-ce que ça t'étonne qu'on se prive de François Cross pour le moment? Écoute, je pense que je suis pas dans la tête des coachs, mais je pense que ils ont dans l'idée, même si ce match contre l'Italie, on y reviendra, est essentiel, ils ont dans l'idée aussi de tester des associations. Je pense qu'ils ont forcément en tête le quart de finale qui se profile aussi. Ils savent qu'il faut donner du temps de jeu à Anthony Gelonge, qui a été beaucoup mieux contre la Namibie, mais qui a quand même, malgré tout, qu'à son deuxième match, je crois, officiel, après sa blessure, donc il a encore besoin de temps de jeu. Je pense qu'il sera question aussi de densifier un peu notre pack aux Sud-Africains, parce que ce match se profile aussi. Encore une fois, j'oublie pas l'Italie et je crois que les Néo-Zélandais ont construit aussi leur victoire d'abord par de la domination physique devant. Mais l'association densité, rugosité de Jelonche, puissance d'Aldrit et qualité offensive d'Olivon, je pense que cette complémentarité trotte un peu dans la tête des coachs. Donc c'est un choix tactique. Ce n'est pas un désaveu de François Cros qui offre beaucoup de mobilité, qui est un gros travailleur de l'ombre, mais qui peut-être, dans son rayonnement offensif, est moins étincelant que Charles Olivon, qui est quand même un de nos capitaines en puissance. Donc voilà, je pense que c'est plus un ajustement tactique qu'un désaveu pour François Cros. Alex, un peu de répétition en plus ce match-là. Bah oui, forcément, forcément, c'est le dernier avant, l'écart et il faut bien le passer. Donc c'est plus qu'une répétition, c'est un huitième de finale, hein et
On en avait parlé un peu il y a 2-3 semaines. On se disait que jusque-là, il n'y avait jamais eu la pleine concurrence en troisième ligne avec Aldrit, Olivon, Kroos, Jelonch, et qu'il allait être intéressant de voir ce que le staff de l'équipe de France allait décider. Le retour de Jelonch en forme, dans un bon état en tout cas, fait que la concurrence existe vraiment. Et Yannick avait eu, je crois, cette phrase il y a 2-3 semaines. Il avait dit que pour lui, si l'Afrique du Sud, si l'adversaire était l'Afrique du Sud, et peut-être même l'Irlande d'ailleurs, je ne sais plus, mais que Jelonch avait une qualité d'impact défensif notamment qui était essentielle. Et c'est vrai que c'est un peu malheureux ce qui se profile. On n'est pas encore sûr, mais ce qui se profile est un peu malheureux pour François Cros, parce qu'en plus, c'est même pas sûr qu'il soit dans les 23, suivant la composition du banc qui sera choisie. C'est un peu malheureux parce que c'est un super joueur et avec une grande intelligence. J'allais dire presque, lui, son super pouvoir, c'est ça, c'est cette intelligence, cette qualité. Mais aujourd'hui, comment dire, il y a des super pouvoirs à côté chez les autres joueurs, chez ses concurrents, qui sont peut-être plus importants. Super pouvoir, c'était une expression qu'utilisait souvent Yannick quand il était entraîneur de l'équipe de France. Voilà. Il y a des joueurs, ils ont des manques, mais par contre, ils ont un super pouvoir. Et parce qu'ils ont ce super pouvoir-là, on les fait jouer. Et ben, chez Jelonch, il y a cette qualité défensive, d'impact au plaquage, il y a cette rapidité d'intervention défensive aussi, il a des montées très rapides. Chez Olivon, c'est autre chose. Et chez François Cros, il y a plein de très, 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 très bonnes choses, mais peut-être pas le côté étincelant, enfin l'étincelle qu'ont les deux autres. Après, on n'en est pas encore là non plus, Jeff, parce que chaque match international comporte une part d'incertitude, de mystère, et puis voilà, c'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison au niveau international. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des KO, il peut y avoir des suspensions. Donc voilà, aujourd'hui, bien malin qui peut dire si Jelonch sera titulaire ou pas pour le quart de finale. Mais je pense que les coachs, effectivement, réfléchissent déjà à une option puissance pour contrecarrer les Sud-Africains, d'autant plus que Tao n'est pas destiné à démarrer les matchs, si on lit bien dans le parcours de l'équipe de France, et que Villemc n'est plus là. Ouais, Yannick, Alex en parlait, c'est la première fois que les 4 sont là en 3e ligne. Donc là, c'est un vrai choix important. Parfois, il y a eu des choix entre guillemets «par défaut», si je peux me permettre l'expression, parce qu'il y avait souvent un blessé. Là, le 4 sont là. Donc là, on a ce qui se fait de mieux, en fait, en équipe de France. Ouais, après, c'est le choix du roi. C'est pour ça que je te dis, il n'est pas du tout question de parler de valeur intrinsèque des uns ou des autres. Ils ont tous des grosses qualités. François Cros, il me semble que c'est un très bon leader en équipe de France, que c'est un des relais d'Antoine Dupont, en tout cas sur le commandement. On le voit souvent prendre la parole avec des propos très sensés. C'est un gars intelligent, posé. Voilà, donc il n'y a pas de débat sur les qualités de leadership et d'intelligence de François Cros. Maintenant, la troisième ligne, c'est vraiment la triplette sur laquelle on joue avec des complémentarités et aussi en fonction de l'adversaire. Et je pense que là, il sera vraiment question de gagner plein de petites batailles dans le combat physique, et que pour gagner ces petites batailles-là, si on part du principe que Aldrit et Olivon sont intouchables, puisque c'est quand même, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup dans une équipe de rugby, intouchable, mais je vais dire inamovibles par leur passé et par leur contribution actuelle. Donc il y a une place à prendre, et je pense que face au Sudaf, cette place, elle pourrait revenir à Anthony Jelonch. Alex, c'est d'accord? Oui, oui, moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'histoire de la complémentarité aussi avec la deuxième ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que ni Tao ni Villemc soient là, c'est un déficit de puissance au sein du pack. C'est une perte de deux éléments puissants. Enfin, c'est pas une perte parce que Tao est là, mais il n'est pas destiné à être titulaire. Et forcément, ça amène à construire peut-être la troisième ligne différemment et à rajouter voilà, de la puissance, une dureté, ce qu'a vraiment cette qualité
j'allais dire, naturel qu'a Anthony Gelon. J'ai vu récemment le doc sur ses années cadets à Auch avec Antoine Dupont, et on voyait déjà, on voit déjà ce gars. Voilà, on a l'impression qu'il est taillé comme ça depuis l'enfance et qu'il n'a pas changé et qu'il est dur, quoi. Il est dur, c'est un truc, on l'a ou on l'a pas. Et lui, avec sa vitesse, sa capacité à se lancer, et puis son engagement et sa constitution, il est capable de mettre des impacts qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui beaucoup parmi les joueurs de l'équipe de France dans son ensemble. Contre la Namibie, il y a vraiment beaucoup d'interventions défensives d'Anthony Gelonche au centre du terrain sur des montées. C'est des plaquages nets qui claquent. Et ça, voilà, ça donne beaucoup d'énergie à l'équipe. Enfin, c'est efficace, ça donne de l'énergie à l'équipe, ça coupe les jambes de l'équipe adverse, ça fait mal à l'équipe adverse. Et en ça, Jelonch, s'il s'il continue à augmenter son niveau de performance avec ce retour, il apparaît comme ouais, indispensable. Yannick, tu en parlais parmi les inamovibles, il y a Charles Olivon, potentiellement capitaine, c'est pas encore officiel, on le saura dans la semaine. En tout cas, un des leaders de cette équipe de France qui était capitaine au début de l'ère Galtier. Lui, il revient en pleine balle, il est en pleine forme, on a l'impression, Charles Olivon, non? Ouais, il est rayonnant. Bon, il connaît le système, il connaît les joueurs, il connaît son environnement par cœur. Je pense que c'est un joueur très, très intelligent, rubistiquement en tout cas, qui a une grosse capacité d'anticipation sur le terrain, qui est servi aussi par une très grande vitesse. Donc il anticipe bien, il connaît le jeu, il va vite, donc il est souvent au bon endroit au bon moment. Donc il a un apport offensif qui est certain. C'est un 8. Donc, en général, le 8, c'est un joueur qui doit jouer parfois avec un coup d'avance. Et en plus, il a, lui, pour le coup, un super pouvoir en touche aussi. C'est une arme redoutable avec Cameron Wauquiez et Thibaut Flamand. Donc, il complète cette triplette dominante dans les airs. Donc, ouais, pour moi, Charles, il fait partie des inamovibles. En ce moment, il rayonne, il est là où il faut, il marque. Il a une grosse capacité d'anticipation, il voit souvent avec un coup d'avance. Il est un peu duponesque dans ses courses de soutien. Et, ouais, et puis voilà. Et puis c'est aussi un des tauliers, capitaine, qui pourrait être capitaine contre l'Italie, non, je pense, Jeff. Ouais, en tout cas, il a le profil, c'est ce qui se dit depuis quelques jours. On nous disait hier que c'était pas une décision qui était actée encore, mais c'est vrai que tout semble l'indiquer. Après, sur le choix du capitaine, je veux pas manquer de respect à tous les joueurs qui sont là. Il n'y a pas 50 potentiels capitaines dans cette équipe. Il pourrait y avoir Grégory Aldrit, qui a déjà été capitaine, Anthony Gelon, qui a été capitaine. Mais si on suit la logique, typiquement Fabien Galtier, les hommes qui ont bâti ce projet, il y a Charles Olivon. Ce serait la logique, Alex, non? Oui, c'est la logique parce qu'il apporte quelque chose de différent. On parlait tout à l'heure des super pouvoirs. Il a un de ses super pouvoirs, c'est cette capacité d'anticipation et de vitesse. Charles Olivon, contre la Namibie, il a marqué 2 essais. Ça l'a amené à battre le record d'essais pour un avant dans l'histoire de l'équipe de France. Il a battu Olivier Magne, qui n'était pas n'importe qui. Et on a préparé quelques petites captures. Il le doit beaucoup notamment à son sens de l'anticipation. Alors là, on va revenir d'abord à cette action-là. Vous voyez bien là? Oui, nickel. Ouais. Yes. Ça, c'est l'action du premier essai, c'est contre la Namibie. Et Charles Olivon est dans le rond rouge et le porteur du ballon, qui est Antoine Dupont, est dans le carré jaune. Là. Ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui s'en souviennent, c'est cette fameuse relance et un jeu à plusieurs, enfin entre Jalibert et Dupont le long de la ligne. Et le premier joueur qu'on voit là, qui commence à se retourner, qui se met dans le sens du jeu, qui comprend que l'action va avancer et qui commence à se mettre dans le sens du jeu, le premier soutien, on va dire, c'est Charles Olivon. On voit qu'il a le bassin qui commence à tourner, les bassins et les épaules commencent à tourner vers l'embut namibien. Et c'est lui qui va conclure cette action-là. Et ça, c'est lié à ça, au fait qu'il est le premier à réagir. Et après, comme disait Yannick, à sa vitesse. Il se met très très vite en action. Il va très très vite et dès les premiers pas, ce qui est étonnant parce que c'est un mec qui fait quand même 1,99. Il doit être
au moins à 110 kilos. Et cette capacité non seulement à aller vite lancer, mais et à aller vite, à démarrer rapidement, c'est assez remarquable. Il y a un autre exemple tiré de France-Namibie. Alors là, c'est pas un essai, mais ici, donc Charles Olivion est toujours dans le rond rouge. Dans le carré jaune, c'est Thomas Ramos. Thomas Ramos est en train d'amorcer un petit coup de pied par-dessus. On voit que Charles Olivon, il a un genou au sol, il regarde loin devant. Je me demande s'il ne regarde pas l'écran géant du vélodrome pour voir l'action, parce que les joueurs utilisent parfois l'écran géant pour repérer ce qui se passe sur le terrain. Donc, il a un genou au sol. Ramos va prendre le ballon, va taper par-dessus, récupérer le ballon, avancer. Et il va y avoir un ruck, et le premier joueur qui intervient derrière le ruck, c'est le premier attaquant, c'est Charles Olivon. C'est lui, donc il s'est relevé, il était un genou au sol, il s'est relevé, il a immédiatement accéléré, et il a eu l'intelligence aussi de voir que plutôt que d'aller se consommer dans le ruck, il a regardé que le ballon était en train de sortir, du coup il s'est décalé et il s'est mis côté droit. Il reçoit le ballon en premier attaquant, il va naviguer dans la défense et faire avancer de 10 mètres de plus. Voilà, Charles Olivon, c'est ça, quoi. C'est anticipation, vitesse, réactivité, capacité de remise, à se remettre en jeu aussi. Et ça fait qu'il est à 15 essais, je crois, en équipe de France. Alors qu'il marque très peu en club. C'est un détail intéressant. Avec l'équipe de France, il a aussi, on se souvient qu'à un moment, notamment le cas pendant la Coupe du Monde 2019, il se replaçait beaucoup dans les couloirs et on le retrouvait beaucoup dans les couloirs comme ça. Et il était très efficace. Là, j'ai l'impression que dans son jeu, je sais pas, Yannick, j'ai l'impression qu'il est moins souvent dans les couloirs, qu'il s'est recentré. Mais en tout cas, il reste hyper efficace. Ouais, il me semble qu'il reste quand même sur cette bande de 20 mètres. Bon, il n'y a pas des clôtures électriques non plus. Je pense qu'ils ont. Non, ces joueurs intelligents, il doit avoir. Je pense qu'il a une capacité à se projeter dans d'autres zones. Mais c'est vrai que c'est un des receveurs aussi préférés dans le jeu après le 9 parce qu'il est puissant naturellement, il a beaucoup de force dans les jambes, ce qui explique aussi que c'est une arme absolue en l'air. Non, il est très complet. Charles, il est plus dans un profil offensif que défensif, d'où aussi peut-être une complémentarité avec Anthony Gelonche. Mais il est effectivement dans une forme de plénitude. Il rayonne en ce moment. Donc, c'est bien pour les Bleus. Yannick, tu le disais, bah, c'est Alex en parlait juste, les essais, je viens de regarder à l'instant, en carrière en club, c'est 18 essais entre Bayonne et le RCT, et en équipe de France, il en a quasiment marqué autant. Comment c'est possible d'avoir un tel décalage? Euh, déjà, Charles, il fait partie de ces joueurs qui ont du mal ont du mal à être présents sur les deux tableaux, qui donnent beaucoup à l'équipe de France. Il a été souvent blessé en club, quand même. Il a souvent eu du mal à avoir une continuité dans ses performances en club, alors qu'il est, depuis son bobo à l'épaule, il est régulièrement présent sur tous les matchs du 15 de France. Ça serait intéressant de voir quel match il a loupé, mais il y en a très peu. Voilà, donc je pense qu'il joue quasiment autant avec l'équipe de France qu'avec le club. Et peut-être aussi la philosophie de jeu du 15 de France avec les attaques éclairs et les fulgurances où il faut se projeter très vite au soutien de trois quarts qui font des différences lui convient à merveille. C'est un joueur de rupture comme l'était Olivier Magne. Hein, c'est pas par sa vitesse, c'est pas un hasard si il a détrôné Olivier Magne dans le record des essais, des joueurs intelligents qui vont vite, qui se projettent vite en premier soutien à l'intérieur des trois quarts. Il est de cette espèce-là et sûrement qu'à Toulon et Bayonne, les complicités offensives étaient peut-être un peu plus dures à bâtir. Il y a un Et aspect qui est Alex? intéressant. Tout à l'heure, Yannick disait c'est plus un joueur offensif. C'est un joueur c'est aussi un joueur qui a un gros volume de plaquage. En équipe de France, sa moyenne aujourd'hui sur la Coupe du Monde, c'est 13 plaquages par match. C'est un peu en dessous de celle de François Cros qui est à 16. Donc, c'est les deux plus élevés, on va dire. Mais c'est un joueur qui a une manière de plaquer particulière. Tout à l'heure, je disais à Yannick,
on a l'impression qu'il n'engage pas l'épaule, il ne plaque pas avec les épaules. Il y a un côté un peu comme ça. J'ai sélectionné des photos, on va s'attarder un peu dessus. Charles Olivon, il défend beaucoup avec le torse et avec les bras. Il a, je pense, une immense envergure. Euh, on le voit rarement. Par exemple, un Jelonche, il met l'épaule, il a la tête et l'épaule devant, il se lance et il fait tomber. Charles Olivon, c'est pas ça. Là, on voit sur cette première image, là, il bloque, je pense que c'est Rhys Webb, il le bloque avec le torse et il l'enserre avec les bras, et puis il va se servir de son poids de corps et de ses bras pour le faire tomber ensuite. On a un peu la même situation ici sur Finn Russell. Et là, on devine un peu l'envergure d'ailleurs, parce qu'il fait complètement le tour de Finn Russell. Sa main droite, vraiment, elle fait le plein tour, on a l'impression. Encore un cas, là, alors là, c'est un peu différent, mais c'est son match d'ouverture contre les All Blacks. On voit que c'est pas l'épaule qui est engagée, c'est le torse et c'est les mains aussi qui agissent. Il saisit avec les mains et puis il va, dans la suite de ce plaquage, puisque je l'ai revu tout à l'heure, il va descendre et il va faire tomber. Un peu la même chose là, c'est pas vraiment l'épaule. Voilà, du coup, c'est pas un joueur d'impact en défense. Il a, je pense, assez peu de plaquage offensif. C'est un joueur de volume. Yannick, toi, on l'a pas dit, mais Yannick l'a lancé, fait partie du staff qui a lancé euh, Charles Olivon en équipe de France. Tu acquiescé tout à l'heure quand je disais qu'il plaquait pas avec les épaules. Ah, mais il faut pas oublier que bon, mais c'est un 8, hein, c'est un 8 avant tout, donc il est pas, il a pas toujours eu dans ses saisons l'opportunité d'être au contact en première ligne et de sniper ou de chasser les attaquants adverses. Il était souvent dans le champ profond ou en anticipation de la contre-attaque, donc il a quand même ça en lui, Charles. Clairement, il n'a pas la rugosité d'Anthony Gelonche. Il ne vient pas frapper fort avec l'épaule, et tu l'as très bien dit. Il plaque souvent avec les bras, il accompagne, il enserre, il amène au sol, il plaque assez bas. Mais ta phrase est très juste, ce n'est pas un joueur d'impact. Ce n'est pas un joueur qui cherche à dominer la ligne d'avantage sur ses plaquages. Il peut le faire parce qu'il est très doué, il est costaud, il fait partie de ces joueurs qui ont une force, c'est un pur basque de Saint-Pé-sur-Nivelle. Il a une force en lui au-dessus de la normale, Charles Olivon. Mais par nature, c'est pas un joueur qui donne tout dans le combat défensif. François Cross, avec d'autres qualités, est un joueur qui travaille beaucoup plus dans l'ombre pour l'équipe, qui met plus les mains dans le cambouis, qui va être plus souvent au soutien offensif, qui va davantage attaquer les ballons sur la zone de ruck. Euh, pour moi, Charles est davantage dans le rayonnement offensif. Il fait le job parce qu'il est costaud. Il a, je le répète, un super pouvoir en touche lié à la puissance qu'il a dans les jambes, mais c'est pas négligeable dans le système de l'équipe de France. Mais il donne pas la part au chien en défense, mais c'est pas un plaqueur naturel, tout simplement. Alors qu'Anthony Gelonche est un plaqueur naturel. Juste pour terminer sur Charles Olivon, Yannick, tu en parlais un peu, il a eu pas mal de pépins de santé, c'est l'épaule, à un moment, on se demandait s'il allait retrouver son niveau. Est-ce que tout ça, ça l'a forgé aussi, en tant que joueur et en tant que leader de cette équipe? Évidemment, il a connu une équipe de France à des moments où c'était plus compliqué en termes sportifs. Il a connu individuellement des moments pour lui qui ont été remplis de doutes, puisque à un moment on parlait de l'arrêt de carrière de Charles Olivon, et puis ce nouveau cycle qu'il a mérité, qu'il a provoqué, ce retour en grâce aussi au niveau de son épaule et ses articulations, ce qui peut aussi expliquer que voilà, cela en termes d'impact défensif. Donc Charles, il est le produit de toutes ces expériences-là. Il est costaud dans sa tête, il en a vu d'autres. Il connaît le jeu, il connaît les hommes, il connaît Fabien Galtier, il connaît les médias. Donc je pense qu'il est 31 ans, il est vraiment dans la plénitude et il rayonne. Mais pour moi, je maintiens qu'il lui faut aussi sur le plan défensif un joueur d'impact à côté de lui. Bon, pour finir sur Charles Olivon, peut-être que vous direz un peu de Charles Olivon dans l'équipe cette semaine. C'est du teasing, c'est de l'autopromo. Voilà, peut-être, on verra.
On verra. Le deuxième thème, messieurs, on va passer, à la Nouvelle-Zélande qui a écrasé l'Italie 96-17. Bon, je ne sais pas si c'est foncièrement une bonne nouvelle pour la coupe du monde de rugby, encore une belle raclée. Mais est-ce que pour vous, les Blacks ont réalisé, un match tout simplement de champion? Est-ce que ces All Blacks sont capables désormais de gagner la coupe du monde? On était un peu dans le doute, bon, après, la défaite, contre l'équipe de France. Est-ce que ce match-là vous a rassuré, vous a impressionné? Pour moi, pardon Alex, il a montré encore une fois que quand la Nouvelle-Zélande prend les devants au score, elle est capable, armée de confiance. C'est peut-être l'équipe qui joue le mieux au rugby du circuit mondial. Bon, et là, il se trouve que sur ce match, elle a pris sa confiance parce qu'elle a vraiment aussi dominé sur les phases statiques, qui renvoie aussi à certaines faiblesses de l'équipe d'Italie. Ça sera pas, ça n'avait pas été le cas contre nous. Vous vous souvenez, les Néo-Zélandais avaient beaucoup souffert à mêlée fermée. Et Dieu merci, puisque ça nous avait permis de rester dans le match. Donc c'est vrai que quand la Nouvelle-Zélande se remplit de confiance dans le combat d'avant, qu'elle mène au score rapidement, je suis bien placé pour savoir que l'addition peut être très très lourde. Donc il n'y a peut-être pas 96 points entre l'Italie et la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, certainement pas, mais dans un certain scénario de match où les Italiens ont donné beaucoup de ballons de turnover, ont été inexistants sur les phases statiques, ont loupé aussi énormément de plaquages. Je pense que les Italiens ont laissé peut-être trop d'émotions dans les hymnes, hein, parce que franchement, ils ont été à 25% de plaquage manqué. C'était vraiment une équipe qui était dans l'émotion et qui est passée à côté de son sujet. Donc voilà, et contre la Nouvelle-Zélande, quand on lâche le bras de fer, je l'ai vécu, je sais, et l'écart peut être terrible. Ils auraient peut-être mieux aussi de se taire et pas dire qu'ils avaient peur de personne, parce que je pense que ça, les Blacks, ça a pas dû beaucoup leur plaire, mais bon, ça, c'est un détail. Alex, il y a des retours importants dans cette équipe, des retours qui changent un peu le visage. Vous en avez sélectionné plusieurs. Tu veux commencer par Ouais. lequel? Par Retallick, peut-être? Ouais, on va attaquer par Retallick, mais pour dire que les trois joueurs dont on va parler, Retallick, Fritzel et Et Jordi Barrett? Jordi Barrett, étaient absents contre l'équipe de France. Ce sont trois titulaires. Chacun était blessé, oui, il me semble, il n'y a pas de suspendu, chacun était blessé. Et on a vu vendredi soir à quel point ils pouvaient être précieux pour leur équipe. Je ne dirais pas qu'ils changent le visage de la Nouvelle-Zélande, mais ils apportent énormément de choses, chacun dans des registres différents. Alors, Retallick, on le connaît depuis le temps, et c'est un joueur que je trouve vraiment exceptionnel. Je sais pas, c'est nul de dire ça parce que c'est une évidence, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je dis. Mais vraiment, il a une de ses grandes forces, c'est un formidable combattant, mais une de ses grandes forces, c'est sa capacité à animer les cellules offensives autour de lui avec beaucoup de justesse. Et là, c'est un exemple précis de ce qui s'est passé sur les renvois italiens. On s'est retrouvé, enfin, on a quasiment eu toujours le même type de situation. Donc là, les All Blacks viennent de réceptionner le renvoi italien. Je crois que c'est la première action du match, c'est le coup d'envoi, ça. Et à chaque fois, même situation. Dans le carré bleu, les trois défenseurs italiens, il y a Fitzchetti, il y a Land et il y a Lamaro dans l'ordre. Et en face, à chaque fois la même structure, un losange là, avec Retallick en son centre, qui a le ballon dans les mains. À sa gauche, Lolala, et à droite, Hardy Savea. Donc trois avant, de front, et dans le dos, Boden Barrett. Et cette situation, là, on va voir ce qui va se passer juste après. Retallick court avec le ballon, fait quelques mètres, avec un rythme, une vitesse. C'est-à-dire qu'il n'est pas à pleine vitesse parce qu'il se laisse le temps de lire pour se laisser du temps pour lire la situation, mais il met quand même une vitesse suffisante pour fixer des défenseurs. Et il a cette attitude qui est hyper importante, c'est qu'il a le ballon entre les deux mains. Du coup, il peut jouer toutes les options. Il peut faire une passe, il peut aussi garder le ballon et aller percuter. Cette attitude, elle crée une incertitude, on va dire, chez les défenseurs adverses. Donc là, les quatre options qu'il a à sa disposition, c'est une petite passe à gauche à Lolala, là, que je montre avec ma souris, une petite passe à droite avec Savea, une passe en profondeur sur Boden Barrett ou un défi seul pour aller percuter. Et là, la situation, les trois défenseurs italiens sont serrés sur le bloc, sur les trois avants néo-zélandais. On est sur la première action du match. Il a deux options. Soit il fait
une passe en profondeur à Boden Barrett, soit il va percuter. Je pense qu'il choisit la sécurité, il va percuter et il va assurer la continuité du jeu. Sur la situation suivante, donc renvoi suivant, il y a 7-0, je crois, pour les Néo-Zélandais. Là, on voit une petite différence déjà dans l'attitude, dans les défenses des Italiens. Lamaro, qui était face à Savea tout à l'heure, il se retrouve à l'extérieur. Et Lamb, qui était sur Retallick tout à l'heure, il se retrouve face à Savea et c'est Fiziketti qui défend sur Retallick. Et Retallick, bah, en fait, ça lui ferme un peu les options de passe, cette défense-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lit la situation, il fait un crochet, appui pied droit, et il va prendre Fiziketti un peu à l'intérieur. Il va réussir à avancer, à conserver le ballon. Renvoi suivant. Et là, on voit à nouveau que la défense italienne est dans une position un peu. Elle revient à la position de la première vignette. Donc avec Lamb qui défend sur Retallick, Lamaro qui défend sur Savea. Et là, c'est un autre pilier parce que c'est pas Fischetti, c'est le remplaçant. J'ai bouffé son nom, mais en tout cas, ils sont tous les trois en défense là. En revanche, ce qui change, c'est que Lamaro, il est en retard par rapport à Lamb et il laisse un intervalle entre Lamb et lui. Et Retallick, il le lit. Donc on voit qu'il a à nouveau le regard tourné vers la défense, le ballon entre les deux mains, sa course qui fait venir les défenseurs à lui. Et il va lâcher la petite passe à Hardy Savea. Dans cet intervalle-là, on voit la situation avec la caméra vue d'en haut. Dans cet intervalle-là, matérialisé par le rond rouge, et il va donner le ballon à Savea. Savea va franchir et ça va faire 80 mètres, un essai de 80 mètres avec, je crois, Téléa au bout. Et là, ça, c'est tout le talent d'adaptation, de lecture et de technique de Retallick. Dernière situation sur un autre renvoi. Je crois que il y a eu 5 renvois. C'est 4 exemples qui sont tirés des 5 premiers renvois. Ça, c'est le renvoi suivant. Alamaro s'est rapproché de Savea parce qu'il a compris le coup d'avant qu'il ne fallait pas laisser cet espace-là libre. Et du coup, Retallick, il va faire une petite passe dans le dos à Boden Barrett qui va pouvoir ensuite écarter et les Néo-Zélandais vont se dégager. Là, on voit tout le talent et ça fait 10 ans. Yannick est bien placé pour le savoir parce qu'il était déjà là en 2015 et il y a 10 ans, et en 2015, il faisait déjà ça, d'animer les cellules offensives autour de lui, au milieu du terrain. Et il a un talent, c'est incomparable en fait. Cette manière de courir, ce rythme qu'il met, cette capacité de lecture, de masquer son choix, etc. Moi, je pense que c'est le. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut en dire, Yannick, mais je pense qu'il n'y a pas un avant au monde qui le fait mieux que lui. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais deux choses importantes. Bon, on a parlé de la puissance, de la qualité des cellules néo-zélandaises. Et Retallick, il court toujours dans l'espace. Si on avait la vue derrière, on verrait qu'il ne va jamais défier quelqu'un de face. Là, on voit nos 3 petites vignettes. Imaginez qu'on est les 3 défenseurs. Quand quelqu'un vient nous chercher, c'est facile pour compléter le plaquage. Comme il court dans les espaces, il court toujours dans les. À un moment, il faut qu'il y en ait un de nous qui se dévoile. Et c'est un gars qui met jamais le ballon sur ses pectoraux au départ. Les Sud-Africains le font et deviennent vachement prévisibles. On sait qu'il va y avoir une collision. Alors que lui, il tient toujours le ballon devant, à 10h10, diraient les trévistes. Et ça fait qu'il court dans l'espace, il tient le ballon devant. Et si jamais il n'y a pas 3 défenseurs alignés parfaitement, comme la dernière image d'Alex le montrait, il va utiliser une option de passe courte à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais voilà, il pose vraiment des questions aux défenseurs en permanence. Et quand on est sous fatigue, parfois dans le match, on fait des erreurs. Il les exploite bien parce qu'il est très intelligent. Pour moi, c'est ses qualités essentielles en plus de la touche. Je rajouterais que il a quand même galéré avec les blessures, Brody Retallick, dernièrement. J'ai l'impression qu'il revient bien et c'est vrai que contre l'Italie, on a retrouvé ce pion essentiel dans le système néo-zélandais qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et il a beaucoup contribué à la qualité du jeu néo-zélandais. Alex, le deuxième joueur, donc c'est Shannon Fritzel, et qui est plus jeune, qui est un peu plus jeune, qui a moins de sélection, qui a moins d'expérience, mais qui a l'air tout aussi important dans cette équipe désormais, non? Qui a un monstre physique, très costaud, très rapide, qui apporte une puissance, peut-être qui a manqué un peu sur le premier match contre la France, qui a manqué un peu aux Néo-Zélandais. Je me souviens du match contre l'Afrique du Sud cet été, celui du mois de juillet, où il avait été vraiment fabuleux. Et Yannick, lui, ce qui l'a intéressé chez Fritzel, c'est son apport en touche aussi.
Est-ce que j'ai bien Ouais, dans ce truc? alors c'était une Euh, partie de ouais, son arsenal. ouais. Euh, et pendant que Alex prépare, Frizel, c'est un joueur qui est brutal. Euh, bon, il a passé le slide. Là, on a fait un patchwork de la Nouvelle-Zélande pour nos amis sur Twitch. Sur les Vous voyez 8 là? touches, ouais, 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 on ouais, voit on très voit bien. très bien. Sur les 8 touches qu'ont eu les Néo-Zélandais dans la zone de conclusion, c'est-à-dire à l'intérieur des 22 mètres adverses, regardez sur les petites vignettes, à part la deuxième en bas à gauche qui est, allez, on va dire, à 32 mètres de la ligne de but. Toutes les autres sont à l'intérieur des 22 mètres. L'option choisie, ça a été 62,5%, donc presque les 2 tiers des options prises sur Shannon Frizel, parce que c'est un joueur qui est moins grand que Charles Olivon, mais qui fait 1m95, 110 kg, qui est facile qui a un peu la même qualité que Charles au niveau de l'alignement. Regardez sur la première vignette en bas à droite, la hauteur à laquelle il est propulsé par le numéro 3 néo-zélandais, Lolala. Il doit être quasiment à 5 mètres de haut, puisque la taille du joueur plus la longueur des bras, en général, c'est entre 4,80 m au point max et 5 mètres pour les meilleurs. À ce moment-là, il a été propulsé en l'air, donc les mains de Lolala ont quitté les fesses de Fritzl, et c'est quasiment incontrable. Vous voyez à quel point il est aérien. Donc pour moi, il a changé aussi les options en touche de la Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas toujours celles-là, parce que quand il joue avec Kane, qui n'est pas aérien, Sam Kane, Hardy Savea, qui n'est pas aérien, et Dalton Papali, qui lui non plus est plus un combattant au ras du sol, qui est plutôt un dur, ils n'ont pas ce profil aérien. Moi, ça fait partie de ses forces essentielles. Il a consolidé l'alignement néo-zélandais. Il a offert des options de prise de balle autour de 12 mètres. Et je sais que j'en parle souvent, mais ces prises de balle à 12 mètres, elles sont très dures à défendre. Ils ont fait des variations autour du maul, avec des lancements qui ont rappelé ceux de l'équipe de France, avec ou des mauls furtifs, ou des faux mauls qui ont fait marquer. Hardy Sava marque sur un faux maul à la combinaison qui avait amené Antoine Dupont. Donc il est brutal. Bon, si j'étais méchant, je dirais qu'il a aussi été brutal avec sa compagne dans un passé pas trop lointain. Donc c'est un peu un bad boy qui a un casier un peu chargé, mais c'est souvent le cas avec ces jeunes joueurs d'origine tongienne que sélectionnent les Néo-Zélandais, parce qu'ils amènent cette qualité dans le défi et cette rage dans les collisions. Malheureusement, je dirais pour l'extra sportif, mais il a ça, Fritzl. Il est très aérien, il est dur, il offload aussi souvent dans les contacts. Donc pour moi, avec Retallick qui amène du talent dans les cellules de jeu, de la qualité en touche, et Fritzl qui amène cette brutalité et cette force aussi dans l'alignement, ils sont plus complets pour affronter les équipes du Nord. Donc ça sera un challenge de plus pour l'équipe du Nord qui les jouera en demi. J'ajoute Avant de juste passer sur au les deux là troisième, qu'ils ont ouais, pris, ils ont vas-y, pris Alex. 2 ballons en touche sur des. Alors le match était plié, on est en début de deuxième mi-temps, mais il y a 2 touches italiennes dans les 22 mètres néo-zélandais. La première est piquée par Retallick, la deuxième par Frizel. Et ça aussi, ça ajoute. De toute façon, les Néo-Z sont toujours très bons en touche défensive, mais voilà, quand on a deux joueurs comme ça qui peuvent aller très vite en l'air, ça change les choses. Et donc le troisième retour, c'était celui Attends, de juste Jordi Alex, Barrett. je voulais vous féliciter quand même pour ce montage avec plusieurs photos différentes dans la même page. On n'avait encore C'est jamais vu Yannick. ça. Là, j'ai l'impression que Yannick, là, pour les phases finales, tu nous prépares des trucs. Toi aussi, tu caches des lancements de jeu. Tu vas voir. Vas-y, Alex. Parenthèse. Tu veux répondre, Yannick? Non, 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 je vais réfléchir à une riposte appropriée. On a encore une bonne vingtaine de minutes, ça va tomber. Vas-y, Alexandre. Donc troisième retour, c'est Jordi Barrett qui avait solutionné au cours de l'année, de l'année ou des 2 années écoulées, une des problématiques de All Black, c'était d'avoir un centre, on va dire, trouver un centre notamment capable d'être à la fois dans la puissance et
et dans le rôle de 5/8e, comme ils appellent ça, c'est-à-dire de deuxième numéro 10. Et Jordi Barrett, il a vraiment ça. C'est un énorme gabarit avec une qualité de pied, une qualité de main et une intelligence. Là, c'est l'essai qu'il donne en début de match à Will Jordan. Ce que j'ai aimé sur cette action-là, c'est qu'on sent que lui n'a pas forcément vu la solution au départ. Il n'a pas forcément vu que quand on regarde, il jette un coup d'œil, mais on voit, c'est pas forcément lui qui perçoit le truc. Je crois que son frère lui parle en revanche. Son frère regarde et voit cet espace libre pour déposer le ballon. Et Jordi Barrett, il a l'intelligence. On voit qu'il reçoit là, c'est le moment où il reçoit le ballon et on voit qu'en fait, il s'est pas complètement engagé dans sa course. Il est obligé de tendre les bras pour prendre la passe. Elle est faite un peu devant lui. Et lui, il est obligé de tendre les bras parce qu'il ne s'est pas engagé complètement. Pourquoi il ne s'est pas engagé? Parce qu'il s'il s'engage trop, ben, il va être trop près de la défense, il ne va pas pouvoir déclencher son petit coup de pied. Et il va le déposer exactement dans la course de Will Jordan. Je ne sais pas si j'ai conservé la vignette, mais c'est-à-dire qu'en très, très peu de temps, il va déclencher son coup de pied et Will Jordan va lui aussi n'avoir qu'à tendre les bras. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne va pas accélérer spécialement, Will Jordan, il va juste tendre les bras dans sa ligne de course et puis il va essayer. Et on se rend compte que c'est important parce que Will Jordan, il est obligé à un saut assez spectaculaire d'ailleurs pour marquer. Donc si le ballon avait été un peu plus en arrière ou un peu plus sur le côté, Jordan n'aurait pas forcément marqué. Donc cette précision, on en avait parlé, le jeu au pied néo-zélandais, le jeu au pied offensif néo-zélandais, il est assez impressionnant et Jordi Barrett est un de ses dépositaires. Ce qui est intéressant avec lui aussi, c'est sa puissance. Il est beaucoup utilisé sur les lancements de jeu pour venir défier directement. Là, il va éteindre le talonneur, dont j'ai perdu le nom aussi, le talonneur italien. Sur cette percussion-là, il va le laisser au sol et il ne va pas forcément beaucoup avancer, mais il va marquer son adversaire. Et qu'est-ce qui se passe quelques lancements de jeu plus tard? Même situation, il arrive lancé en premier attaquant et juste avant l'impact, il lâche une petite chistera à l'aveugle pour Will Jordan. Là, dans ces deux actions, on voit la palette de qualité de ce joueur, capable de vraiment de plein de choses parce qu'il est costaud et il a des mains en or et un pied en or. Ça fait beaucoup d'éléments. Et dernière chose, cette action, j'ai trouvé intéressante aussi. On a beaucoup vu les trois quarts néo-zélandais basculer d'un côté à l'autre en cours d'action. Là, il est côté gauche du terrain. Donc là, il est ici, là, au départ de la flèche. Et le jeu va partir à droite. Et lui se projette. Il anticipe vers le côté droit. Il va aller vers la croix rouge. C'est-à-dire qu'il va venir s'insérer dans la ligne d'attaque entre Mounga et Cody Taylor ici. Donc là, on le retrouve. C'est Mounga qui a le ballon ici, là où il y a ma souris. Et Jordi Barrett, il vient s'insérer entre Mounga et Cody Taylor. Il a fait vite quand même pour rejoindre la ligne de l'autre côté, puisqu'au moment où il part, c'est le moment où Aaron Smith déclenche sa passe. Et sur la fin de l'action, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, cette course-là, elle est très intelligente parce qu'elle vient en fait créer un plus-un. C'est-à-dire que là, Brex, il va venir défendre sur Mounga, Varney, il défend sur Cody Taylor, et il n'y a personne qui a vu venir Jordi Barrett. Et du coup, Jordi Barrett, il va se glisser dans cet intervalle, et ça va faire derrière essai, puisqu'il va franchir et remettre à l'intérieur à Aaron Smith. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pu voir de Jordi Barrett qui, voilà, je trouve aussi change le regard, change cette équipe, je trouve. Il lui apporte une grande variété en fait. Je suis complètement raccord avec Alex. Je dirais qu'il ne fait pas que des grands matchs quand même, Jordi Barrett. C'est tout bon ou tout mauvais. Souvenez-vous, au Stade de France en novembre 2021, il fait un match catastrophique. Euh, il, il tape un coup de pied en tout début de match qui génère la touche sur laquelle Movaka marque son premier essai. Il dévisse complètement. Il est capable de passer un peu à côté, mais c'est vrai que il lui cherche toujours une place dans l'équipe. Il a commencé à l'arrière. Il a joué à l'aile. Maintenant, il s'est un peu fixé en 12. Il prend souvent les buts de loin. Il fait partie de la fratrie Barrett. Ça doit avoir aussi un impact sur l'équipe néo-zélandaise. Mais il lui cherche toujours une place. Et depuis quelques années, il y a pas mal de tâtonnements sur ce poste de 5/8e. Je crois que depuis que Jacques Goudu a été blessé, ils ont testé Avili,
ils ont testé Linerbrandt, ils n'ont pas réellement trouvé la personne idoine. Et je crois que Jordi Barrett, à la main, au pied, dans ses positionnements sur les terrains et la façon dont il se propose un peu partout, comme le disait Alex, il offre, euh, il offre une palette intéressante et un compromis sympa pour eux. Encore une fois, c'est un joueur qui peut passer à côté des fois mentalement. Je trouve que ça se voit rapidement sur son langage du corps. Et quand il est dans un bon jour, c'est un mec important pour la Nouvelle-Zélande. Et ces Mais c'est trois-là, quoi son ben, vrai poste, Yannick? Yannick, c'est quoi son vrai poste, selon toi? moi je pense que c'est plutôt en arrière. Je pense que c'est plutôt en arrière. Parce il me rappelle Stéphane Ougier pour. Là, je pense qu'il n'y a personne sur Twitch qui se souvient de par son flegme, sa foulée, sa vitesse de Sa course, grandeur. Ouais. sa grandeur, son côté athlétique. Voilà, pour moi, c'est avant tout un superbe athlète. Il a cette qualité dans le jeu au pied, long, il est buteur de loin. Donc pour moi, c'est en arrière. Mais comme Richie Mounga s'est imposé en 10, il a fallu trouver une place pour Boden Barrett, qui semble retrouver aussi ce qui avait fait de lui le meilleur joueur du monde, je crois, en 2021. Voilà, donc Boden Barrett à l'arrière. Et donc lui, pour moi, le mettre en 12, c'est aussi le signe que les Néo-Zélandais ont vraiment tâtonné à ce poste-là et n'ont pas trouvé réellement leur 5-8e à la Conrad Smith. Ils n'ont pas trouvé l'héritier de Conrad Smith. Et il me semble que Jordi Barrett est le meilleur compromis aujourd'hui. Mais je ne suis pas certain que ce soit un vrai 12. Mais quand il est dans un bon jour, il complète la palette des Néo-Zélandais, c'est vrai. Alex, Juste tu veux pour ajouter finir un quelque peu sur la chose? Nouvelle-Zélande, ouais, sur la Nouvelle-Zélande, il y a juste un élément. Je pense qu'il n'y a pas une équipe au monde qui est capable de mettre 96 points à l'Italie comme l'a fait la Nouvelle-Zélande. Parce qu'elle a un pouvoir offensif, cette équipe, avec son jeu en lecture, ses capacités techniques, l'ensemble de l'équipe, son organisation collective. Voilà, je pense qu'il n'y a pas l'équipe de France me fera peut-être mentir, mais en revanche, il y a ce que disait Yannick, il y a toujours la question de sa fiabilité mentale, on va dire. Et vendredi soir, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs, mais moi, il y en a une qui m'a sauté aux yeux. C'est en début de match, il y a 7-0, les Italiens mettent une pénalité, ça fait 7-3. Et là, sur le renvoi direct en touche de Boden Barrett. Pour moi, cette action, Ouais. elle pose des questions. Je me dis, bon, comment réagira cette équipe quand elle sera à nouveau confrontée à une énorme pression, comme ce sera le cas lors de son quart de finale, puisqu'ils affronteront soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud, a priori l'Irlande. Et peut-être ensuite, ça sera pareil, il y aura d'autres gros adversaires s'ils passent. Il y a toujours cette question-là, comment ils réagiront. Là, je trouve que ce renvoi direct en touche de Boden Barrett à 7-3, bon, c'est peut-être une maladresse, mais ça fait tâche, quoi. Même en début de deuxième mi-temps, ils ont commencé à se relâcher, à faire des fautes. Ça faisait un peu bizarre et ça pose des questions sur le comportement de cette équipe sous pression. Et pour aller dans ton sens aussi, je crois que c'est la 2 ou 3e sortie de camp. Bon, on ne l'a pas gardé en image, mais pareil, ils reçoivent donc le coup d'envoi, ils sauvent le ballon, ils font leur cellule, leur animation avec Rétalic, qui la donne à Mounga. Ils font 2 temps de jeu, ça revient sur Mounga et il dévisse un coup de pied, il trouve une touche. Donc une mauvaise sortie de camp puisqu'il trouve une touche à 25-28 mètres, tout juste en dehors des 22 mètres avec lancé adverse, contre une équipe contre la France, et c'était ce qui s'était passé en début de seconde mi-temps, on avait débriefé cette action, ils auraient pu être punis. C'est ce qu'on appelle une sortie de camp ratée. Sans conséquence, puisqu'ils ont volé beaucoup de ballons, et notamment ce ballon-là, ils l'ont encore volé à l'Italie. Mais la Nouvelle-Zélande fait des erreurs à des moments, parce que c'est une équipe qui est plus dans la possession, qui n'a pas une approche tactique du jeu au pied, de la dépossession comme les Springboks, les Français ou les Anglais, et qui peut faire des erreurs. Voilà. Maintenant, c'est l'équipe qui joue sûrement le mieux offensivement au rugby du circuit mondial, avec un système entre les cellules irlandaises et une capacité à jouer beaucoup de offload et de jeu dans la défense à la française. Donc oui, quand ils sont en confiance et qu'ils sont dominants physiquement,
ils peuvent être, c'est un prétendant au titre de champion du monde. Mais contre les équipes du Nord et contre nous en particulier, ils seront mis avec une espèce de nœud coulant ici, là, qui va les mettre sous pression dans leur camp. Et je ne sais pas s'ils pourront répondre avec le sang-froid qu'il faut. Bien sûr, on va passer sur, le 3e thème parce que là, il y a eu moins de points pour, Fidji-Géorgie, 17-12. C'était à Bordeaux. Yannick, tu y étais, les Fidjiens, on n'en a pas encore parlé depuis le début de la compétition. Moi, j'ai un proche de sélection fidjienne qui me disait dès les premiers matchs, les Fidjiens, c'est un peu Rasta Rocket, tout le stade était pour eux, il se passe quelque chose, il y a un engouement et sportivement, ça se passe plutôt bien. Ils sont pas loin des phases finales et des quarts de finale, il manque pas grand-chose. Heu, c'est une équipe qui vous a plu à tous les 2 et qui peut est-ce que cette équipe peut aller loin aussi? Loin, non. Moi, je pense pas. C'est un peu dur pour les Fidjiens parce que ils ont un côté sympathique. Ils sont en rupture avec les standards du rugby mondial, donc ils nous plaisent. Je pense qu'ils sont surtout redoutables quand ils ont un statut d'outsider. Moi, j'ai vu un match magnifique des Fidji contre le Pays de Galles, le premier match de leur poule. Et là, j'ai évidemment déçu de ce match contre la Géorgie, où avaient un statut de favori, où ils ont été secoués sur la rigueur, les collisions, le jeu dans la zone de ruck, c'est-à-dire tout le sale boulot du rugby. Ils ont quasiment pas utilisé le jeu au pied, on verra une image. Donc ils ont été monocordes sur un jeu de passe où ils ont enchaîné les pertes de balles parce ils étaient pas dans un jour guerrier, je dirais pour eux. Ils ont beaucoup subi les collisions. Donc je les ai trouvés décevants. Et je pense qu'avec ce côté monocorde, c'est-à-dire on joue à la main, on joue à la main, on joue à la main, et on a peu d'options tactiques autour du jeu au pied, ils auront du mal contre les nations du Nord en phase finale de la Coupe du Monde. Mais par contre, voilà, il y a un capital sympathie autour de cette équipe qui nous plaît et qui me plaît, puisqu'ils sont capables de fulgurance. Contre la Géorgie, franchement, il y en a eu trop peu. Ce qui est Alex? marrant, c'est qu'il y a effectivement un capital sympathie, et pourtant, c'est Tout pas feu, les tout flamme. Fidji de feu tout flamme. C'est en préparant l'émission, je me disais à un moment, c'était une équipe déliée fantasme, on va dire, si je caricature les Fidji, et aujourd'hui, c'est devenu une équipe de bulldozer. Il y a dans cette équipe des joueurs avec un potentiel physique, c'est incomparable, on le sait, on les connaît. En plus, ils jouent sous nos yeux toutes les saisons. Les Botia, les Mais tu ça va, Tusova, non? les Mmh. Salevou. Ils ont deux piliers, alors ceux-là, je ne les connaissais pas forcément, mais qui sont aussi très costauds. Vraiment. Et leur jeu est un jeu très direct. Il y a beaucoup de jeux à une passe, avec beaucoup de défis physiques. Alors, ils sont structurés. On sent qu'ils sont comment dire, leur sélectionneur, Simon Raivalaoui, a essayé de changer des choses, enfin changer des choses. Le virage est déjà pris, je pense, depuis un certain temps avec Graham Cotter, etc. Mais ils sont concentrés sur des aspects précis. Par exemple, c'est une équipe aujourd'hui qui prend que 8 pénalités par match, ce qui est assez peu. Et on va comprendre peut-être à travers cet exemple-là, c'est juste une image tirée de Géorgie-Fidji du début de match. Euh, Regardez la ligne défensive des Fidji, comment elle est répartie. Ils sont, euh, ils sont quasiment 1 mètre derrière le ruck géorgien, pour vraiment pas se faire prendre hors jeu, quoi. Et ils prennent très peu de pénalités, et pourtant, Dieu sait s'ils combattent, quand ils décident de combattre dans les rucks, ils y vont très fort. C'est une équipe on y reviendra, mais qui pique beaucoup de ballons dans les rucks. En revanche, donc ils prennent peu de pénalités, par contre, ils en provoquent beaucoup chez l'adversaire. Ils sont à 16 pénalités provoquées par match. Les trois équipes qui les devancent ou qui sont dans les mêmes eaux, c'est Afrique du Sud, France et Irlande. Donc c'est intéressant à observer. C'est une équipe qui est assez peu pénalisée en mêlée aussi, alors que ça a longtemps été une faiblesse. Et aujourd'hui, le ratio pénalité pour et pénalité contre en mêlée est positif pour eux. Je pense qu'ils doivent avoir trois pénalités de plus obtenues en mêlée par rapport au nombre de pénalités qu'ils ont subies, et contre la Géorgie, alors que c'est un pays de mêlée, c'est une nation de mêlée, ils ont plutôt été à l'aise. Euh, Ouais. L'autre chose, c'est dans les rucks. Les rucks, c'est l'équipe qui conserve le mieux le ballon dans les rucks de toute la Coupe du Monde. En revanche, ils piquent beaucoup de ballons adversaires. C'est-à-dire que leur taux de réussite de conservation du ballon, c'est 97%.
Et les adversaires face à eux sont à 90% de conservation du ballon, ce qui est ce qui reste bon, mais ce qui n'est pas les standards, c'est autour, tu m'arrêteras Yannick, on est autour de 92, 13, 14, 15, voilà, entre 92 et 95%, non? Ouais, Ils ont c'est ça. piqué 15 ballons dans les rucks depuis le début de Ouais. la Coupe du Monde, avec des Botia, avec des Tuisova. Donc ils ont cette palette-là d'équipes sérieuses, on va dire. On va venir après à d'autres questions. Ils ont Ah, des mais t'as raison. manques assez Ils criants. ont, Alex, avec Botia, Tussova, Matavesi, leur talonneur, ils ont C'est trois bon. mecs qui, eux, pour le coup, ont un super pouvoir là-dessus. Tu as raison, ils ont énormément progressé à mêlée fermée. J'ai été surpris de voir à quel point ils ont dominé la Géorgie à mêlée fermée, mais vraiment dominé avec, je crois, 9 points marqués sur mêlée. Ça a généré beaucoup de pénalités la mêlée. Ils maîtrisent mieux le môle incontestablement. Et c'est vrai que Vern Cotter et Simon Rawalawi, qui ont été des coachs en Europe et qui ont remporté des titres en Europe. Hein. Simon était de l'aventure Stade français en 2015, champion de France. C'est l'entraîneur des avants de Gonzalo Quesada. Vern Cotter a bourlingué en France aussi, en Écosse. Donc, il a européanisé les phases tactiques fidjiennes, vraiment. Euh, à mon goût, aujourd'hui, ils ont un jeu à une passe qui est un peu pénible à voir parce qu'ils auraient tellement d'intérêt à utiliser les cellules de jeu à la néo-zélandaise pour donner de l'air au ballon, puisque avec la qualité qu'ils ont dans les duels sur les extérieurs, ils auraient intérêt à vite amener les ballons sur ces extérieurs pour générer ces duels. Et parfois, ils s'entêtent un peu dans un défi à une passe. Ça a été le cas contre la Géorgie. Et c'était un peu rébarbatif. Voilà. Et alors, là, je vais raconter samedi après-midi, j'étais pas devant mon écran, j'ai rattrapé Fidji-Croatie. Attention, il va nous raconter son week-end. C'est parti, là, J'ai c'est la reçu fin de un texto l'émission. de Yannick me disant Alex, tu regarderas à la 28e minute, tu feras pour faire des captures sur les Fidji. Il y a une action, ils sont 14 Géorgiens dans le premier rideau et les Fidjiens continuent à jouer. Et effectivement, voilà l'action et voilà un des manques de cette équipe des Fidji. Donc là, on est au début de la fin de cette action, il y a déjà eu quelques temps de jeu. On voit que les Fidjiens n'ont pas forcément beaucoup avancé là, dans l'attitude de joueurs. Il y a des joueurs qui sont en train de se replacer un peu en reculant. Et on voit là, ici c'est l'arrière, au milieu de ma souris là. Et il commence à monter dans le premier rideau. Il y a 15 Géorgiens dans le premier rideau là. L'arrière qui était un peu en retrait jusque-là, il est en train de monter. Sur l'image suivante, on va voir que l'arrière il est toujours là. Et donc il y a 90% du troisième rideau géorgien qui est libre. Et les Fidjiens ne tapent toujours pas. Notez que si on revient à la première vignette, ils ont reculé. Ouais. Vignette suivante, les 15 Géorgiens sont dans le premier rideau. Les Fidjiens ont reculé à nouveau, c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'entrée des 22 mètres géorgiens. Ils sont maintenant dans leur camp. Ils continuent à jouer. Dernière vignette, cette fois-ci, ils n'ont toujours pas avancé. Et le 9 se dit, tiens, et si on joue au pied? Sauf que à ce moment-là, quand ils jouent au pied, ben, il y a deux Géorgiens qui ont reculé. Donc, Ouais. il y aura quelqu'un à la réception. Mais vous voyez, ils ont perdu 30 mètres face à une équipe qui est à 15 dans le premier rideau. Et ils n'ont pas utilisé le jeu au pied. Et Yannick, tout à l'heure, quand on prépare l'émission, disait ils n'ont pas de jeu au pied face aux perches. Ça a été criant là. Et ils n'en ont pas dans le jeu courant. Ils ont trop peu de joueurs qui jouent bien au pied et trop peu de joueurs qui choisissent de jouer au pied aussi. Et cette action, elle est terrible parce qu'on dit souvent que un bon jeu au pied, il est réalisé quand on a le momentum et qu'on avance. Et pendant cette action, ils ont eu deux, trois opportunités où la ligne d'avantage était prise. Et là, le 10 pouvait mettre un jeu au pied confortable parce qu'il y avait personne derrière. Donc c'était à la course, c'était un contre un. Toutes les équipes sur le podium mondial l'auraient fait. Ben lui, ni le 9 ni le 10 l'a vu. Et ils ont attendu de reculer de 30 mètres et de faire le petit train, donc de devenir prévisible, pour enfin réaliser un box kick qui a été positif pour eux puisqu'ils ont pris homme et ballon. Et c'est au bout de 10 temps de jeu et ils ont récupéré une touche pour eux à 25 mètres de la ligne. Mais cette action, elle est caricaturale parce qu'elle montre que le niveau de leur 9 et le niveau de leur 10 ne leur permettront pas d'ambitionner quelque chose face aux grosses nations. Honnêtement, leur charnière a été très, très, très pauvre. Et heureusement qu'en deuxième mi-temps, ils ont changé le 9 et ça a été un petit peu mieux. Mais pour moi, ça sera rédhibitoire au niveau des quarts de finale de la Coupe du Monde.
On espère que le 9 de l'UBB et le 10 de l'UBB, c'est-à-dire les 9 et 10 de l'équipe de France seront meilleurs. Transition, vous avez compris, on va conclure. Oh, c'est de la magie. Bon, C'est un merci génie. messieurs. Un génie, c'est beau, hein. 21 h pile. Ah, je préfère arrêter là-dessus parce que ça n'arrive pas tout le Ouais, temps. On attends, se attends, parce que là, retrouve. en plus, Yannick, il avait une flèche à décocher, là, il se disait: «C'est le moment» ou Ouais, est-ce qu'il et préfère ben, couper l'émission? il la gardera pour la prochaine fois. Tu peux la garder au chaud, tu peux la garder au Mais chaud. tu sais quoi, Jeff, de ne pas réagir à chaud et de prendre un peu de hauteur par rapport à la pique que tu m'as balancé, je trouve que c'est la classe. J'ai encore plus peur pour la prochaine fois. C'est le seul truc qui m'inquiète, vraiment. Bah, merci les gars. On se retrouve jeudi, veille de France-Italie, un peu huitième de finale pour les Bleus qui joueront leur qualification pour les quarts. Donc ce sera vendredi soir à Lyon. Et nous, ce sera veille en 20 h si vous êtes là, hein, si ça fonctionne comme ce soir, parfait. Allez, bonne soirée, ciao, bye bye, bonne soirée Ciao tout le tout le monde, Salut, monde. Ciao, ciao, ciao. salut. ciao.